Alors, sur un sujet qui nous a occupé hier après-midi, et on voyait qu'il y a quelque chose qui est grandissant, c'est les communautés locales d'énergie. Il y a une forte dynamique aujourd'hui sur ce qui est au moins borné juridiquement, qui est l'autoconsommation collective. Il y a une centaine de projets, et il y en a un peu plus encore. Il y a une centaine de réalisations, et il y en a un peu plus qui sont en projet avec des augmentations de taille d'installation. Donc on va pouvoir faire le point aujourd'hui sur ces communautés locales d'énergie, comment les construire, pour quels objectifs poursuivis. C'est quelque chose qui peut nous intéresser pour faire transition de façon locale et pas individuelle, entre guillemets, en impliquant plusieurs personnes. Donc, pour ce faire, on a deux interlocuteurs qui vont nous partager leur expertise, le point de vue d'Enedis et comment il accompagne ces communautés locales d'énergie, avec Sylvain Tellerin, qui est le responsable grand compte à la DR Languedoc-Roussillon d'Enedis, et Louis Lallemand, qui, côté d'Enercop Midi-Pyrénées, je pense avec Énergie Partagée aussi, construit et développe des communautés locales d'énergie. Donc, je vais vous laisser la parole. J'espère que vous avez bien déjeuné et que vous n'allez pas faire la sieste. On va essayer d'être péchu et vous aurez des questions nombreuses à nous poser. Donc, Sylvain, je vous laisse la parole et dérouler avec la zapette. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler donc de communautés énergétiques. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de vous partager un petit peu la compréhension d'Enedis de cette fameuse ordonnance, tout droit venue du Clean Energy Package européen, et puis faire un petit lien aussi entre communautés énergétiques et autoconsommation collective, avant de passer la parole à Louis à côté de moi. Donc, quand on parle de communauté énergétique, finalement, de quoi parle-t-on vraiment? Donc, il y a deux objets. On retrouve les communautés énergétiques citoyennes, les fameuses CEC, et puis les communautés énergétiques renouvelables, les CER. Donc, il y a eu cette fameuse ordonnance donc, du 3 mars 2021 qui est venue en fait transposer diverses dispositions des directives européennes dans le droit français. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente en fait, du fameux décret qui viendra préciser les modalités d'application de ces communautés énergétiques, notamment sur la proximité géographique, sur les modalités de contrôle de ces communautés énergétiques, et puis aussi sur les différents statuts juridiques qu'elles peuvent prendre. Donc, dans ces communautés énergétiques, on retrouve 4 grands fondements, même un peu plus, mais en tout cas, c'est ce sur quoi on a voulu insister aujourd'hui. Donc, ces critères cumulatifs, on retrouve tout d'abord elles reposent finalement, ces personnes morales, sur une participation volontaire de ses membres. Donc, c'est très important. On sait que ces communautés peuvent partager de l'énergie en leur sein, l'énergie qu'elles produisent. Elles peuvent produire, stocker, mais elles peuvent aussi consommer et vendre de l'électricité au sein de ces communautés, on y reviendra juste après. Mais enfin, elles ne peuvent pas détenir des réseaux électriques et les exploiter. Donc là, le Clean Energy Package laissait la possibilité du coup aux pays européens de trancher sur cette question. La France a décidé du coup de ne pas l'autoriser. Donc finalement, ces communautés, quels en sont les objectifs? Donc le premier objectif, c'est de fournir des avantages environnementaux, économiques et sociaux à leurs membres, plutôt que de poursuivre une logique complètement lucrative et financière. Donc c'est un point très important qui est mentionné. Le deuxième, c'est de trouver un levier pour impliquer les citoyens et donner un levier pour le développement des énergies renouvelables locales dans les territoires, et aussi de faire de ces citoyens de réels acteurs du système énergétique et de leur faciliter l'accès au marché. Donc une fois qu'on a dit ça, quelles sont les différences finalement entre ces communautés énergétiques renouvelables et les communautés énergétiques citoyennes? Donc ce qu'on en comprend chez Enedis, donc je vais commencer par les communautés énergétiques renouvelables, c'est l'obligation que ces centrales soient obligatoirement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que les actionnaires ou les membres de cette communauté se retrouvent à proximité du lieu de production.
Et enfin, le troisième point, c'est que on va dire, les actionnaires ou les personnes qui viennent piloter cette personne morale soient de petites entités, alors des citoyens, des petites entreprises ou des collectivités, et que cette activité ne soit pas l'activité principale de ces entités, quoi. Alors, contrairement où les communautés énergétiques citoyennes sont légèrement différentes, donc il est clairement mentionné que les centrales de production ne sont pas obligatoirement d'énergie renouvelable, elles peuvent être de tout type. Quand on dit énergie renouvelable, vous pouvez vous reporter à l'article 1 de l'ordonnance, qui vient un peu lister les différentes typologies d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est ce point-là. Sur la limitation géographique, donc contrairement aux communautés d'énergie renouvelable, on n'a pas besoin d'être à proximité, il n'y a pas de limitation géographique, et la typologie aussi des participants est complètement ouverte, c'est-à-dire que même ouverte aux plus grands acteurs. Par contre, concernant le pilotage, on est exactement pareil que les communautés énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on est sur des typologies de petits acteurs, petites PME, ou collectivités locales ou personnes physiques, quoi. Ce qu'on retrouve de différent sur ces communautés, c'est notamment les services qu'elle peut offrir à ses membres. Donc là, on est sur des possibilités bien plus importantes. Donc il y a des services d'efficacité énergétique, notamment de mobilité électrique, on peut imaginer, ou du multi-énergie avec du gaz, du réseau de chaleur ou bien d'autres. Et enfin, on sait que ces communautés pourront, ou du moins on en comprend que ces communautés pourront prendre part aussi à la fourniture d'énergie au sein de cette communauté, donc soit qu'elle produit, soit qu'elle achète, et qu'elle pourrait revendre à l'intérieur de cette communauté, voire même à l'extérieur, et qu'en plus de cela, elle serait responsable de l'équilibre au sein de cette communauté. Donc on sent que voilà, il y a quand même ça implique quand même pas mal de choses, notamment sur le pilotage de ces communautés. Bon, une fois qu'on s'est dit ça sur les communautés énergétiques, finalement, quel est le lien avec l'autoconsommation collective ? Donc ce sur quoi on voulait un petit peu insister aujourd'hui, c'est que ces communautés énergétiques, ce n'est pas, on va dire, une pure extension de l'autoconsommation collective, ça va beaucoup plus loin, notamment en termes d'activité, comme on a pu l'expliquer auparavant. Voilà, on a des activités beaucoup plus larges et ça donne un accès au marché qu'on ne retrouve pas dans le cadre de l'autoconsommation collective avec le responsable d'équilibre, les différents services énergétiques qu'on a évoqués. Néanmoins, on sait que dans cette ordonnance, elle fait référence notamment à 2 points, notamment sur les dispositions de l'autoconsommation collective et du rôle du GRD lorsqu'il y a partage d'énergie. Donc on sait bien que c'est le cadre du coup de l'autoconsommation collective qui interviendra à partir du moment où il y aura des partages d'énergie dans ces communautés. Donc ça fait référence à l'article 315 du Code de l'énergie. Et enfin, cette ordonnance vient préciser aussi que ces personnes morales, donc du coup qui animent ces communautés, pourront aussi être PMO de ces opérations d'autoconsommation collective si jamais il y a du partage d'énergie en leur sein, quoi. Petit rappel aussi au niveau de l'autoconsommation collective. Bon, on en a quand même un petit peu parlé, même beaucoup hier. Donc je voulais quand même revenir sur la notion de base, qu'est-ce que l'autoconsommation collective ? Donc c'est un partage local d'énergie, elle permet finalement à un groupe de consommateurs et de producteurs de se réunir, de s'associer sous une même entité pour pouvoir avoir un projet d'énergie renouvelable locale. Donc toutes ces parties prenantes viennent derrière cette entité de personnes morales organisatrices, quoi. Il faut savoir que du coup tous ces participants sont raccordés au réseau public de distribution et que donc tous les flux passent par ce réseau. J'ai rappelé quand même le périmètre géographique, puisque voilà, c'est quand même encadré. Donc aujourd'hui vous pouvez faire de l'autoconsommation collective dans un même bâtiment. Dans l'urbain, on a un périmètre de 2 km maximum entre les 2 PDL les plus éloignés. Et puis, on a fait référence aussi hier sur le périmètre dérogatoire dans le rural, où on peut aller une extension jusqu'à 20 km sous dérogation du ministère de l'Énergie. Donc, vous pouvez en faire la demande. Sachant que tout ça est encadré aussi dans une puissance maximum. Aujourd'hui, on est à 3 MW de puissance cumulée maximum au sein de ces opérations, quoi.
J'ai juste fait aussi un petit zoom sur finalement le rôle du GRD, parce que j'en parlais tout à l'heure en disant que s'il y a du partage de l'énergie dans le cadre d'une communauté, c'est dans le cadre de l'autoconsommation collective, et ça renvoie aussi au rôle du GRD. Le GRD aujourd'hui a pour mission de venir faire tous les calculs entre la part à l'eau produite, autoconsommée, et on envoie finalement ces données aux différents fournisseurs des parties prenantes, puisque chaque participant peut avoir son propre fournisseur, aux responsables d'équilibre. Donc aujourd'hui, Enedis a ce rôle de calcul et d'envoi des données à toutes les parties prenantes. Et on intervient aussi sur le montage des projets jusqu'à la signature de la convention d'autoconsommation collective. On pourra y revenir après si vous voulez. Et enfin, sur ce petit zoom là sur l'autoconsommation collective, c'était juste pour vous faire un petit point à date sur là où on en est aujourd'hui, sur le nombre de projets, et puis pour faire le lien aussi avec Louis ensuite. Aujourd'hui, on est sur 112 opérations actives, donc à fin août 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le nord de la France qui est en tête, donc la région Nord-Pas-de-Calais avec 27 opérations actives. On retrouve aussi l'Occitanie très dynamique sur ce sujet, et puis l'ouest de la France. Donc il faut savoir qu'il y a environ 113 projets aussi qui sont en cours de montage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a autant de projets actifs que de projets en devenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, en fait, on vient multiplier par 2 le nombre d'opérations actives d'une année sur l'autre. Donc on vient faire du x2 tous les ans. Donc on suit une dynamique certaine sur le développement de ces opérations. Sachant que, on en a largement parlé, mais aussi avec la hausse des prix de l'énergie depuis septembre 2021, on sent vraiment frémir ce sujet au sein de nos directions régionales. On sent qu'on a de plus en plus de sollicitations d'acteurs de plus en plus divers. Donc on se prépare aussi côté Enedis. Je sais qu'Alessandra Baille aussi hier a fait référence à l'évolution du moteur de calcul avec le dégroupage. C'est plein de petites choses qu'Enedis met en place pour justement permettre le futur de ces opérations multi-acteurs, potentiellement avec du stockage. Donc on se prépare aussi de notre côté à accueillir tous ces projets. Donc en termes de participants, donc on est sur 1400 participants. Sur les typologies de consommateurs, comme vous pouvez voir, on a, on va dire, en grande partie des petits professionnels ou des clients résidentiels. On a 173 producteurs. Je ne voudrais pas dire du 100% parce que ce n'est pas vrai, mais on s'en rapproche. On est quasiment uniquement sur de la filière photovoltaïque aujourd'hui, pour 6,2 MW de puissance cumulée sur l'ensemble de ces 112 projets, quoi. Et enfin, pour terminer, donc sur la typologie des projets qu'on rencontre, donc aujourd'hui, on a quasiment la moitié, même ça fait exactement la moitié, de projets portés par des collectivités locales. Donc on est dans un mode qu'on a appelé patrimonial chez nous, c'est-à-dire qu'on a une même entité avec plusieurs bâtiments qui vient partager de l'énergie. On a un modèle aussi bailleur HLM, tout simplement un bailleur social qui vient partager de l'énergie avec ses différents locataires. Et puis j'ai laissé une partie où on voit autres projets. Donc dans ces autres projets, on va avoir 2 typologies. On va dire une typologie plutôt citoyen, qu'on a appelé citoyen, c'est-à-dire qu'on a une diversité de profils à l'intérieur des membres de ces opérations d'autoconsommation collective, et elles viennent finalement partager de l'énergie à titre gratuit ou en dessous des prix du marché. Ce qu'on a légèrement opposé à un mode un peu plus lucratif où finalement cette énergie est revendue à ses membres avec une deuxième facture, etc., quoi. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, finalement on voit que ces projets de communauté, d'autoconsommation collective, ils existent déjà. Donc finalement on se pose la question de qu'est-ce que ce décret va changer. Quelle typologie de projet il va vraiment permettre qui va permettre un essor certain. Et donc du coup, je vais passer la parole à Enercop, qui entreprend un certain nombre de projets dans la philosophie des communautés d'énergie depuis un petit moment. Et donc Louis, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Du coup, Louis Lallemand, responsable développement au sein d'Enercop Midi-Pyrénées. Effectivement, en fait, produire, consommer, investir dans des moyens de renouvelables
et le faire de manière durable, solidaire, on s'aperçoit assez rapidement qu'on le fait déjà. D'ailleurs, on a beaucoup parlé des communautés énergétiques autour de projets qui existent, pas qu'Enercop, d'autres acteurs. Et simplement, ça interroge effectivement qu'est-ce qu'un projet. Donc il y a eu quelques éléments de définition qui vont paraître dans ce décret. Et ce qui est important, à mon sens, de souligner, c'est qu'on voit une confusion finalement qui est réelle entre, par exemple, des projets de production citoyen, des projets en autoconsommation collective, et la définition qu'on y colle de communauté énergétique. Je pense que ce qui est bien important de souligner avec la définition que va porter le décret et que vient de décrire Sylvain, c'est de montrer qu'il faut dissocier l'activité du statut de l'entité qui va porter ces activités, du statut qui fait la communauté d'énergie renouvelable. Et ça, c'est important, parce que vous pouvez avoir une opération d'ACC qui n'est pas du tout une communauté énergétique renouvelable. Vous avez une vocation derrière financière, etc. Vous pouvez très bien avoir une communauté d'énergie renouvelable qui ne fonctionne pas en ACC du tout. Et il y a une myriade d'exemples qui existent là-dessus. Et de facto, il existe en fait aujourd'hui une myriade de projets de définition qui existe depuis le début du développement des énergies renouvelables. Autour de ça, vous avez les projets publics locaux, projets coopératifs, projets citoyens, projets à financement participatif, les projets portés par des SEM, les co-développements. Tout ça fait partie d'une myriade de développements qu'il y a, d'une myriade de logiques, de gouvernance, d'investissement, etc., qui correspondent ou non, finalement, à la définition. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un écosystème. On n'est pas parti de rien dans les travaux du réseau des énergies partagées, des coopératives locales, des SPUL, pour travailler avec le gouvernement, la DGEC, sur la définition de ce décret. D'une part, c'est faire la synthèse entre les directives RED 2 européennes, dont l'ambition, finalement, c'est favoriser l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable et mobiliser l'épargne des concitoyens. Et cet écosystème local qui est déjà présent dans les territoires, qui anime ces territoires au travers de communautés d'énergie renouvelable. Typiquement, j'ai cité Enercop créé en 2005, Énergie partagée créée en 2010, mais avant ça, il y avait déjà dès 92 le projet Phébus, qui parlera peut-être à certains, autour d'une centrale de 1 kW. Alors ça fait sourire aujourd'hui, mais c'était les précurseurs finalement de l'énergie citoyenne et qui ont préfiguré l'association SPULE. Et aujourd'hui, vous avez aussi des associations type Énergie Solidaire qui participent à cette solidarité autour des projets d'énergie renouvelable. Donc c'est bien important, c'est de se poser la question autour de ces projets, plus que de l'activité. Qui sont les acteurs impliqués ? D'où viennent-ils ? Sont-ils locaux ou pas ? La localité du projet, la manière dont sont répartis les droits de vote au sein des collèges, la durabilité, l'implication à long terme, toute la logique aussi typiquement dans le financement participatif où on est minoritaire et sur 5 ans, ce qui est très bien, je veux pas du tout dénoncer, on a besoin de cette myriade aussi de projets, mais simplement pour dire que dans cette volonté de communauté énergétique, c'est viser une nouvelle organisation sociale autour de l'énergie, avec une vision long terme et considérer l'énergie comme un bien collectif. Donc soit au service des collectivités, soit de ses concitoyens, soit des entreprises. Et vraiment recentraliser, remettre l'église au cœur du village, en disant l'énergie, c'est pas une question nationale et portée par l'État, ça peut aussi être porté soit par des collectivités, soit des collectifs. Soit des entreprises, mais au service aussi du collectif, et le faire avec une exigence sociale et environnementale renforcée. Les définitions telles qu'elles existent aujourd'hui dans le projet de décret, elles rejoignent, pour les projets en CER, les exigences du label Vervolt 2 étoiles, le choix très engagé de l'ADEME, qui, pour les fournisseurs, peut-être qu'il parlera à certains,
implique d'aller sélectionner dans son approvisionnement des projets à gouvernance locale ou publique et majorité et avec contrôle effectif sur les sociétés de production. Sur tout ce qui est aspect entreprise impliqué au sein de communautés d'énergie renouvelable, il est préconisé au sein du décret qu'il soit labellisé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc au service aussi de l'intérêt collectif, avec un but de lucrativité limité, pour éviter tout ce qui est effet de spéculation ou de surrentabilité, tels qu'ils peuvent être visés par certains acteurs plus classiques, entre guillemets. Et vous avez aussi tout ce qui est... et cette définition rejoint aussi notamment tout ce qui est labellisation qui était mise en place par Énergie Partagée et qui vise à la fois, là aussi, tous les aspects gouvernance, une attention particulière sur la gouvernance, sur la démocratie au sein de cette gouvernance, notamment avec le principe de une personne, une voix, sur les exigences environnementales, le fait d'aller d'abord chercher les économies d'énergie plus que la production, etc. Et donc aujourd'hui, il existe des cas de communautés énergétiques renouvelables en France. Et en fait, elles prennent des formes tout à fait différentes. Je vous ai cité 3 exemples. Vous avez notamment dans le Lot, on prend un exemple du sud-ouest, le collectif C'est le Watt, qui est une communauté citoyenne qui investit, donc qui à l'échelle, c'est les Watts puisqu'ils sont au niveau du scellé, qui à l'échelle citoyenne mène des collectes d'épargne pour investir dans des moyens de production renouvelable, des petits moyens de production renouvelable au sol. Ils ont aujourd'hui 2 centrales de 250 kW crête qui vend dans Utility PPA directement à Enercop. Et la logique de développement de ces parcs, c'est vraiment d'être le plus vertueux possible dans la démarche environnementale. Donc c'est des parcs notamment qui sont très, très photogéniques parce que les panneaux sont posés sur des pieux en bois. Ils font du pâturage, ils font régulièrement du pâturage de moutons, mais surtout, en fait, au-delà de ça, ils ont des exigences environnementales de suivi faune-flore plus régulier. Tout l'entretien se fait avec le collectif. Finalement, vous avez des sociétaires qui vont sur le parc s'assurer que tout fonctionne bien, et ils ont une volonté de l'inscription dans la durée de ce moyen de production. Pas du tout, finalement, dans une logique de gestion d'actifs financiers. Là, c'est vraiment avoir cette vision d'un parc comme un équipement d'utilité publique ou collectif. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple qui n'est pas typiquement. Voilà, on est dans le cas des collectifs citoyens qui investissent pour produire ensemble, pas forcément pour consommer. Dans le cas d'un petit village ariégeois, on a là une bande j'ai envie de dire une bande parce qu'ils sont 30. 30 habitants dans ce village des Pyrénées, où le village a été lauréat d'une opération de Renault qui a installé une dizaine de Renault Zoé électriques pour favoriser justement toute la transition mobile de ces lieux ruraux complètement enclavés dans leurs montagnes et avec des grosses difficultés sur l'accès, sur la mobilité propre, etc. Et la logique des habitants était de dire c'est très intéressant, merci beaucoup déjà, mais ça va causer un gros souci au niveau de la consommation d'énergie parce que des Renault Zoé, il faut les alimenter. Et nous, on n'a pas de moyens de production, on ne contrôle rien à notre facture, on présume qu'en plus, il risque d'augmenter fortement. Et donc, ils sont allés directement chercher leur commune. Bon, c'est facile quand vous êtes 30 et que la moitié sont au conseil municipal, mais ils sont allés chercher leur commune pour dire ce serait bien qu'on mène un projet d'autoconsommation collective qui aille alimenter les bornes directement. Et les habitants qui participent. Et donc, ils ont mis en place un projet de plus de 40 kilos sur deux toitures appartenant à la commune pour faire un projet d'autoconsommation collective à destination de l'ensemble des habitants et qui va faire un bouclier tarifaire finalement à leur échelle pour 35% des besoins des habitants et de la commune.
Et donc là aussi, on voit une mise en commun à la fois des problématiques d'activité, de capitaux, de la mise en commun des acteurs à la fois publics et citoyens autour de projets d'énergie renouvelable. Et le dernier aspect, un peu, qui est aussi emblématique, c'est le parc éolien de l'IROM, qui fait, de mémoire, il fait 5-6 mégas, qui là pour le coup est un projet éolien. Et la particularité, c'est au niveau de sa gouvernance, qui rassemble à la fois 4 acteurs, 2 SEM, la SEM Mogenergie et Alter Energy, des SEM locales, Énergie Partagée Investissement et Citéol, qui est un collectif citoyen. Et là, on a le cas d'une décorrélation de l'actionnariat et de la gouvernance. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de faire un actionnariat flottant et une gouvernance, par contre, qui est à 25, 25, 25, 25. Et qui montre aussi toute l'implication dans ces communautés d'énergie renouvelable, à se dire qu'en fait, il y a de la place, effectivement, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas qu'un truc de babos en Santiago et avec des sarouels. On n'est pas dans cette optique-là. Il y a de la place pour tous les acteurs, collectivités, entreprises, etc. Mais il faut que ce soit dans un esprit qui soit purement coopératif et surtout accepté pour des opérateurs privés, de perdre le contrôle aussi sur la gouvernance, dans le sens où ces projets, la première visée, c'est, et Sylvain l'a rappelé dans la définition, des principaux critères, c'est l'intérêt du territoire. Et ce n'est pas l'intérêt financier de ces projets. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est des projets à perte, mais ça veut dire qu'on n'est pas sur des surrentabilités. On est à des projets à lucrativité limitée et d'ailleurs, typiquement, au parc de Séléouat, ils sont déjà dans cette démarche, puisqu'ils ont un prévisionnel de production annuel. Et tout ce qui est tranche au-dessus, tout simplement le surplus additionnel à ce prévisionnel, je crois qu'ils ont un prévisionnel aux alentours de 320, du coup 600, pour leurs 2 parcs de 600, un peu plus de 600 MWh. Tout ce qui est additionnel, ils vont le reverser à Énergie Solidaire, qui est l'association qui lutte contre la précarité énergétique pour les ménages précaires, etc. Donc il y a déjà ces dispositifs en fait aujourd'hui et dans le contexte actuel de surprofit de certains acteurs qui sont dénoncés par beaucoup dans la sphère publique. Il y a déjà cette logique chez certains acteurs du monde des communautés énergétiques de produire, de consommer et de le faire aussi de manière solidaire avec cette intention de dire en fait tout ce qui va au-delà de la rentabilité espérée initialement dans la vie du projet. Il faut aussi viser la solidarité territoriale. Voilà, solidarité territoriale et solidarité sociale. Voilà. Et bon, au final, du coup, ces communautés énergétiques existent. C'est le gros bouton. Ouais. Ces communautés énergétiques existent. Mais alors, du coup, à quoi va servir ce décret ? Déjà, d'une part, c'est reconnaître que ces projets-là, effectivement, permettent une plus-value qui va au-delà de l'aspect purement énergétique. Il y a une plus-value sociale. Comme je le disais, quand vous avez un collectif autour d'un parc, typiquement nos parcs solaires développés en Midi-Pyrénées, nos sociétaires parfois interviennent spontanément sur nos parcs pour des opérations de maintenance légère. Alors ça peut prêter à sourire, mais parfois on a des sociétaires qui nous appellent en disant « Je suis passé devant le parc là et j'ai coupé 3 ronces qui dépassaient parce que ça faisait de l'ombre au panneau. » Mais en fait, c'est bien comprendre qu'autour de cette collecte de capital ou cette mise en commun, il y a des gens qui sont copropriétaires ou en tout cas impliqués dans ces projets de transition énergétique et qui favorisent l'émulation. Pour certains, c'est des petits projets, mais pour d'autres, beaucoup plus gros, mais qui favorisent beaucoup plus l'acceptabilité sociale et environnementale des projets. Enfin, la définition aussi que pose ce projet de décret, c'est tout l'équilibre entre trouver une définition qui soit suffisamment restreinte pour éviter tout ce qui va être effet entre guillemets domaine, effet de citizen washing et de greenwashing autour de tout ce qu'on peut nommer communauté énergétique, qui parfois n'en sont pas parce que c'est juste un financement qui est minoritaire et très limité dans le temps. Pour encourager les projets qui sont véritablement avec une plus-value sociale et pour le territoire. Voilà, donc ça c'est un vrai enjeu.
ça va être d'avoir un cadre suffisamment restreint, mais à la fois suffisamment large pour permettre aussi la diversité, telle qu'on a évoqué, de projets qui peuvent toucher à la fois la production, la consommation, le partage, l'agrégation et les services énergétiques. Donc ça, c'est un vrai travail d'équilibriste sur lequel, notamment tout ce qui est question de localité, parfois pose question sur la particularité des SEM. Il y a certaines SEM qui ne vont pas pouvoir être comprises dans la définition de communauté énergétique parce qu'ils investissent au niveau national ou de manière décentralisée. Aujourd'hui, on essaye encore de faire du lobbying pour des ajustements qui permettent de prendre en compte certaines dimensions sociales des projets. Et qui ne sont pas forcément évidents non plus à arbitrer. Mais in fine, effectivement, c'est trouver cet équilibre pour permettre le foisonnement aussi de modèles. Et pas alors l'ACC en fait partie, mais pas seulement, parce qu'il y aura aussi des projets, comme je l'évoquais juste avant, purement en production. Et développer justement, l'intérêt de ces communautés, ça va être de développer ces nouveaux usages coopératifs de l'énergie. Et donc tout l'enjeu de la définition, c'est qu'après, ce que prévoient les directives européennes, RED 2, etc., c'est des dispositifs de soutien spécifiques à ces projets, que ce soit au niveau de peut-être des appels d'offres ou de l'accès au capital, même si pour l'instant c'est encore assez flou dans la bouche, en tout cas c'est sûr, des services publics, et dans la tête, en tout cas ça reste à approfondir avec tout l'écosystème finalement des énergies renouvelables. Voilà. Et pour aller plus loin, effectivement, mais il y a pas mal de points qu'on a déjà creusé dans les autres tables rondes, mais qui restent encore vrais. Ça va être voir de quelle manière est-ce qu'on promouvoir effectivement sur le terrain une solidarité énergétique, qui soit à la fois territoriale entre les territoires qui peuvent accueillir des ENR ou ceux qui ne peuvent pas, mais aussi sociale entre des entités qui ont du capital et d'autres personnes ou personnes morales qui n'en ont pas et qui sont dans des difficultés énergétiques, a fortiori dans un contexte en plus de crise du pouvoir d'achat et de crise de notre système énergétique. Il y a aussi toute la question de la commande publique, qui a été pas mal évoqué dans les tables rondes. Je ne vais pas forcément faire de redite ou très rapidement, simplement l'idée de dire qu'on ne peut pas avoir de localité, de préférence locale pour les électrons, ce qui peut poser problème quand il y a une implication forte de la collectivité et qui se retrouve dans les règles de la commande publique, déjà sur des engagements de 4 ans qui ne sont pas du tout axés sur le long terme, et en plus à devoir mettre en concurrence parfois des projets sur lesquels elle s'est engagée personnellement en tant qu'entité morale et d'autres acteurs beaucoup plus extérieurs au territoire. Finalement, il y a, comme je disais, toute la difficulté pour diversifier les acteurs, diversifier et sécuriser l'accès au capital pour ces acteurs-là, améliorer aussi tout ce qui va être régime d'autorisation. On a un petit peu évoqué toutes les contraintes ABF, etc. Mais quand vous avez un territoire, un collectif citoyen, tout l'ensemble du territoire qui s'engage dans le même sens à modifier ces paysages, et qu'à côté de ça, vous avez des blocages au niveau de l'administration, au niveau des ABF, ça pose aussi question, très clairement. Donc on évoquait hier, un peu en rigolant, le fait d'associer les ABF dans une opération d'autoconsommation collective pour les faire changer d'avis, mais très clairement, c'est des choses à creuser dans le cadre d'une volonté politique forte et collective de remettre les panneaux sur le toit de l'église, pour le coup. Et effectivement, ça rejoint mon premier point. Et effectivement, il y a aussi la question de diversifier ces usages avec la question des PPA qui, aujourd'hui, concerne surtout les gros acteurs, mais dans la myriade des possibilités qu'offrent ces communautés énergétiques, il y a des petits acteurs, il y a des collectivités qui, a fortiori, s'intéressent aussi à ces mécanismes-là et aimeraient pouvoir s'en emparer. Voilà. Merci de ces interventions. J'ai le privilège d'avoir le micro, donc je vais avoir quelques remarques. La première, c'est que en fait, l'autoconsommation collective en France a été définie avant le cadre législatif européen.
Donc on a nous a ouvert la possibilité, certes limitée au début sur un bras de basse tension, puis après sur tout ce qui découlait d'un transformateur basse tension, etc. Mais on a en premier prévu de partager la production d'électricité renouvelable en France avant d'inventer ce cadre européen, cadre qui répond à finalement deux définitions, communauté d'énergie citoyenne et communauté d'énergie renouvelable. Et in fine, je voudrais qu'on n'oppose pas ces cadres. Parce que j'ai du mal j'entends aujourd'hui la notion citoyen, mais une bonne gestion d'actifs financiers, ça ne s'oppose pas à une vision pérenne et durable d'un actif de production. Donc pour moi, on peut très bien avoir un actif de production qui appartienne non citoyen, entre guillemets, mais géré de façon durable, pérenne, avec une vision sociale et citoyenne aussi. Donc cette notion de gouvernance peut parfois être un peu interpellée. On a aujourd'hui l'autoconsommation collective qui peut nous permettre de faire communauté. J'ai en sens en tête, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec le DGS de Malonnet en Normandie, qui a commencé par faire de l'autoconsommation patrimoniale. Je crois que c'est la convention numéro 001 en termes d'autoconsommation collective qui a été signée en France. Donc c'était uniquement pour les bâtiments communaux. Puis aujourd'hui, il est en train d'élargir cette communauté d'énergie, enfin c'est l'autoconsommation collective. Et dedans, il a un gros consommateur, qui est un grand groupe. Donc, qui, par définition, l'empêche de rentrer dans nos cadres de communauté d'énergie citoyenne, etc. Mais lui dit, c'est pas grave, moi je fais communauté localement et j'ai besoin de ce consommateur qui va être un gros consommateur, qui est en même temps un gros producteur, parce qu'il se trouve qu'il a du foncier, donc il va pouvoir mettre des centrales solaires, et je vais pouvoir avoir une boucle d'autoconsommation locale que je vais appeler communauté d'énergie. Parce que, entre guillemets, même si... En plus, le droit aujourd'hui n'existe pas, donc rien ne m'interdit de l'utiliser. Et on va avancer dans la transition énergétique avec cette boucle-là, même si on ne répond pas au canon de la communauté d'énergie citoyenne, par exemple, telle qu'elle est définie ou telle qu'elle sera définie dans le droit. Donc c'était simplement pour apporter ces petits éléments de réflexion. Et pour ma part, en l'état des business models aujourd'hui, tellement les choses sont ténues, je ne connais pas de surrentabilité en matière d'autoconsommation collective. Je ne suis pas Bruno Le Maire qui ne connaît pas ce qu'est les surprofits, mais aujourd'hui, je n'ai pas constaté dans une opération d'autoconsommation collective quelque chose qui soit greedy, enfin, je dirais, d'effet d'aubaine ou de surrentabilité, etc. C'est déjà tellement compliqué de pouvoir monter une opération et de l'amortir et de la rentabiliser que le cadre 100% privé d'ACC, aujourd'hui, on n'est pas dans une surprofitabilité et on est, je voyais avec nos amis de Série Nissan, on est sur un statut privé, mais on imagine également pouvoir fournir de l'autoconsommation, enfin des électrons pour les logements sociaux. Peut-être que ça ne sera pas au même prix. Donc il ne faut pas qu'on s'enferme dans un prisme uniquement citoyen. Ça, ça relève du citoyen et puis ça n'en relève pas. On a aujourd'hui des modèles qui sont ouverts. Et ça va dépendre comment est-ce qu'on se les approprie. C'était un peu ma réflexion vue d'extérieur. Oui, mon intention, c'est pas du tout d'opposer effectivement les modèles, ni de pointer du doigt certains modèles ou de dire qu'il y a le citoyen et tout noir, tout blanc. Hein. Pas du tout. C'est simplement pour illustrer des projets réalisés dans le cadre de cette définition. Et comme je disais, c'est toute la subtilité de définition de ce cadre qui va se retrouver avec plein de projets un peu à cheval. Et sur l'autoconsommation collective, c'est vrai, très clairement. Et dans tous les cas, il peut y avoir des projets qui ne soient pas du tout citoyens et qui soient totalement vertueux pour un territoire, d'un point de vue des retombées locales. Et il peut tout à fait y avoir des acteurs dont l'intention n'est pas du tout, et dont le modèle économique n'est pas du tout dans la surrentabilité. Après, aujourd'hui, dans le contexte de crise énergétique qu'on traverse, il va y avoir un impératif de montrer patte blanche, en tout cas pour la profession, par rapport au message, c'est plutôt en termes de message sur rentabilité, qu'effectivement tout ce qui peut être constaté, et c'est pas forcément vrai d'ailleurs pour le solaire, mais j'ai envie de dire, il y a le double effet qui se coule il y a quelques années, c'était la filière subventionnée à fond et qui prend l'État pour une vache à lait, et aujourd'hui les méchants financiers qui profitent de la crise et qui sont des profiteurs de guerre. Il faut sortir
faut sortir un peu faut réussir à sortir de ce piège, en tout cas un peu médiatique ou politique, peut-être en faisant preuve de transparence. Et une des manières de le faire, je ne dis pas que c'est la seule et la bonne et l'unique, c'est l'ouverture au sein de la gouvernance. Accepter aussi de perdre une partie du contrôle des communautés ou des projets que l'on crée au profit d'une gouvernance partagée entre acteurs. Après, effectivement, il y a plein d'autres modèles tout à fait vertueux et je veux pas du tout... Je suis un méchant libéral qui pense que parmi la gouvernance, il y a le prix et le service rendu et que si le client n'est pas content, eh ben, il n'achètera pas et il ne prendra pas. Donc c'est une autre façon, entre guillemets, d'agir sur la gouvernance, c'est le choix du client. Mais ça, c'est ma vision purement libérale des choses qui pourra peut-être être confirmée par un certain nombre de personnes dans la salle. Oui, concernant sinon, pour revenir là sur la rentabilité et la surrentabilité des projets d'autoconsommation collective, aujourd'hui on n'est pas du tout en effet dans cette notion-là, bien que c'est pas mal évolué. Ce qu'on voit côté Enedis, il y a quelques années, on venait nous solliciter pour des projets, on va dire, purement de transition énergétique, et il semblerait que là, compte tenu des différentes évolutions réglementaires qu'il y a eu avec l'évolution du périmètre, l'arrivée à la HTA, du soutien aussi, on voit qu'aujourd'hui, le business model commence à prendre du poids, et on a des gens qui viennent aussi nous voir aujourd'hui pour des raisons, on va dire, un peu plus économiques. Donc on sent que, voilà, mine de rien, le business model devient moins fragile aujourd'hui qu'il ne l'était peut-être il y a quelques mois, quoi. Tant mieux, en fait, on voit vraiment ce passage où, avant, pour monter une opération d'autoconsommation collective, il fallait aller chercher des subventions. Sinon, on n'arrivait pas à équilibrer, on n'arrivait pas à un kilowattheure à titre, entre guillemets, économique par rapport à celui de mes fournisseurs d'électricité. Et c'est bien heureux qu'aujourd'hui, finalement, sans subvention, uniquement parce que le prix de l'électricité a augmenté par ailleurs et puis que nos coûts baissent et qu'on arrive à améliorer le montage d'opérations pour que ça coûte moins cher, parce qu'on a réussi à industrialiser un certain nombre de process, on arrive à proposer un coût d'électricité compétitif vert, local, produit pour nos consommateurs locaux sur cette boucle de 2 km, et sans subvention, entre guillemets, avec les assises qui sont réduites aujourd'hui, tout en finançant le tarif d'usage du réseau public d'électricité, et avec en face des clients qui sont contents d'avoir de l'électricité compétitive. Donc pour moi, je me réjouis aujourd'hui qu'on ait cette émergence d'un cadre compétitif qui est une autre façon de faire communauté, même si, alors on verra, l'interrogation qu'on a, nous, du côté d'Enerplan, c'est quelles seront par rapport à la communauté, l'autoconsommation collective, qui est aujourd'hui un cadre connu, approprié par les acteurs, même si on n'a encore que potentiellement 220 projets en France, donc 110 plus, voilà, c'est peu énorme en 5 ans de temps que ça se projette, mais quelle sera finalement la valeur ajoutée pour les acteurs par rapport aux inconvénients que pourront représenter la communauté d'énergie citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable. C'est ça aujourd'hui où on n'a pas encore une vision un peu claire sur ok, l'ACC ça marche, mais si je vais vers une communauté d'énergie renouvelable ou je vais vers une communauté d'énergie citoyenne, c'est quoi la plus-value en tant qu'opérateur par rapport à en rester au régime de l'ACC qui marche? C'était ça une question qui pourrait se poser. Parce que si j'ai plus de contraintes que de plus-value, finalement, des contraintes, on en a déjà tellement qu'on ne va pas s'en mettre une cargaison supplémentaire, quoi. Après, là-dessus, effectivement, nous, on sera aussi dans l'attente de voir ce qui sera prévu par l'État suite à la parution du décret, effectivement, dans les dispositifs d'accompagnement. Et aujourd'hui, simplement pour le rappeler, l'État s'est engagé à accompagner, en tout cas, s'est fixé un objectif de 1000 projets citoyens, alors, sans décrire si effectivement ils rentrent dans la case des communautés énergétiques ou pas. C'est un peu la difficulté de lisibilité là-dessus. En tout cas, ils ont décidé d'augmenter aussi tout ce qui va être moyens octroyés aux réseaux d'animation locaux, donc tout ce qui va être énergie partagée, avec une augmentation de 50% des moyens, et l'annexion, en tout cas, de cet objectif au sein de la PPE qui doit être imminente d'ailleurs. Je crois que Madame Tarizo en a parlé hier.
Ouais, et peut-être pour revenir là, sur l'exemple de Maloney avec la participation d'un grand acteur français, moi je pense qu'il ne faut pas se fermer non plus à la définition qu'on a pu voir tout à l'heure, dans le sens où voilà, il faut une mixité d'acteurs et on est bien sur deux objets différents. Je pense qu'on peut très bien être participant et tant mieux, j'ai envie de dire, plus on a une mixité, plus c'est intéressant. Après, c'est vraiment l'accent est mis sur la gouvernance. En effet, il semblerait que dans ces communautés, elles ne puissent pas être gouvernées par des très grands groupes français, après à voir ce qu'il en ressortira exactement, mais en tout cas, dans la participation, ça paraît naturel que tous les acteurs locaux à proximité de ces centrales puissent participer à ces projets locaux, oui, les citoyens. Et en considérant également la vie des entreprises, parce qu'aujourd'hui, la PME d'aujourd'hui est rachetée demain par un grand groupe et n'est plus une PME. Donc, il faut qu'on puisse prendre en compte également l'évolution dans la vraie vie des acteurs. Mais la parole à la salle ou au distanciel, s'il y a des questions. Une question là-bas. Oui, on vous écoute. Non. Oui, c'est bon. Concrètement, au niveau de la redistribution des index, je voulais savoir comment ça se passait et quel était votre retour d'expérience côté fournisseur d'électricité. Est-ce que ça joue le jeu dans les opérations d'autoconsommation collective qui ont lieu? Est-ce que ça joue le jeu concrètement côté index, fournisseur, chez les gens qui font partie de la PMO? Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que, effectivement, pour rejoindre ce que dit Richard, c'est pas trop complexe, nous développeurs, est-ce qu'on ne se rajoute pas une couche où on va devoir gérer des complexités administratives, techniques, notamment pour retrouver nos index? Ok, la question est certainement sur la partie autoconsommée, c'est ça, défalquée sur la facture d'énergie. Exactement, avec la clé de répartition, vous êtes le garant du système, entre guillemets, en fonction de la clé de répartition qu'on a choisie. Et donc, est-ce que derrière, quand ça revient dans la facture du consommateur final, quels sont les retours d'expérience aujourd'hui? C'est déjà très complexe de lire une facture d'électricité pour un consommateur. Si en plus, celui qui gère la PMO doit aller derrière justifier tous les index, les reprendre trimestriellement, mensuellement et autres, c'est lourd. Donc je voulais juste savoir un peu quel était le retour d'expérience sur ça, et est-ce que surtout les fournisseurs, s'il en reste beaucoup, le marché est quand même compliqué, on cherche un peu les fournisseurs en ce moment, mais en gros, s'il en reste, comment est-ce qu'ils intègrent ce sujet-là? Est-ce qu'il fait partie de leur roadmap? Est-ce que c'est vraiment pris en compte? Et comment ça revient chez le consommateur, qui est effectivement l'élément principal? Oui, tout à fait. Bon, j'imagine que si vous posez la question, c'est que vous avez certainement quelques idées de la situation. Bon, il s'avère que, alors je vais parler déjà pour Enedis, hein, ce qui nous concerne. En 2018, quand on a lancé les premières opérations d'autoconsommation collective, tout se faisait par envoi de mails systématique en fin de mois aux fournisseurs pour que la facturation soit établie et que la partie autoconsommée soit défalquée de la facture totale du client. Là-dessus, nous, on a beaucoup évolué, puisqu'on a fait de nombreux développements SI qui nous permettent d'automatiser en fait ces envois, ce qui fait qu'aujourd'hui les fournisseurs ne reçoivent plus, du moins pour on va dire le C5 aujourd'hui, un mail, on va dire, qui reçoit les flux automatiques d'index Enedis de communication avec les fournisseurs. Donc là, c'est une grande avancée. Aujourd'hui, toute cette partie automatisée. Il y a eu les évolutions dernièrement, on va dire, côté HTA. Donc là, on est en train de le prendre en compte et d'ici la fin de l'année, tout sera automatisé. Ce qui ferait que, on va dire qu'à partir de 2023, les fournisseurs recevront de façon automatique et normalisée, on va dire, les index sur la partie autoconsommée. Après, on observe et on a entendu de nombreuses PMO et de participants que la part autoconsommée n'était pas toujours défalquée par les fournisseurs. Donc je sais qu'il y a eu de nombreux courriers qui ont été faits aux fournisseurs. Nous, on essaie de les porter jusqu'à eux. Mais je pense que ça va rentrer petit à petit aussi dans la norme, j'espère, dans les prochaines semaines et les prochains mois, quoi. Sur la deuxième partie de la question, c'était sur les clés de répartition, sur la complexité. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs clés de répartition. Vous avez la possibilité de faire du dynamique, on va dire, pour
ceux qui veulent optimiser au maximum, mais il y a aussi des clés de répartition standards qu'Enedis propose, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'obligation tous les mois d'envoyer les clés de répartition. Nous, on le fait par rapport à soit de façon complètement égalitaire, où on décide de donner un pourcentage à chaque consommateur, soit on le fait par rapport à leur consommation, et en fonction de leur consommation, on leur répartit une partie de la production. Donc on va dire qu'il y a différents modèles qui permettent des niveaux de complexité plus ou moins forts en fonction de vos attentes, des attentes des PMO et puis des objectifs qu'il y a derrière. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En partie, non, mais c'était surtout, j'ai peur que les fournisseurs aujourd'hui ne jouent pas forcément le jeu sur le sujet et qu'on soit, nous, acteurs d'une PMO, obligés de passer beaucoup de temps là-dessus. C'est mon inquiétude dans la massification, dans un déploiement massif de l'ACC qui est voulu. C'est une inquiétude parce qu'ils sont facturiers avant tout, des fournisseurs, et est-ce qu'ils vont jouer le jeu là-dessus, je m'en inquiète. Je pense qu'on pourra utiliser la technique du name and shame pour ceux qui ne jouent pas le jeu, parce qu'il y en a qui jouent le jeu. Donc, à l'heure où tout le monde se revendique acteur de la transition, ça fait mauvais genre, ou ça marque mal, comme on dit à Marseille, de ne pas jouer le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, je vais compléter cette question, en fait, qui était dans le prolongement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de gérer des réclamations parce qu'on a 100 opérations sur tout le territoire et que ça reste, mine de rien, à taille humaine. Moins de 30 opérations par direction régionale d'Enedis, on est encore en capacité de gérer au cas par cas les demandes des participants aux opérations. Si demain, on a une opération par commune, même en ne prenant qu'une opération par commune, et qu'on passe que de 110 opérations à 35, 36 000, c'est plus la même échelle de gestion, de relations avec les fournisseurs. Même s'il n'y a que 5-10 participants dans chacune des opérations, ça fait quand même beaucoup de monde et un passage à l'échelle qui peut être bonifié par les textes qu'on attend sur les communautés, qui vont inciter aussi les collectivités à s'en saisir, etc., et à vouloir créer leur communauté. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Aujourd'hui, on essuie les plâtres avec les 100 premiers, globalement. Mais comment est-ce qu'on passe à l'échelle derrière de se dire on peut être en capacité de gérer, du point de vue du fournisseur, du point de vue du gestionnaire de réseau, 35, 36 000 PMO avec 10 fois plus au moins de consommateurs derrière. Et justement, tous ces index à gérer, il n'y aura pas 36 000 fournisseurs, il n'y en a pas 36 000. Mais en tout cas, voilà, les relations avec les fournisseurs, les différents points de livraison et la bonne gestion de tout ça demain, en massifiant. Écoutez, c'est vrai qu'on apprend finalement, comme vous aussi, en marchant. On partait de très loin au tout début, il y a quelques années, avec quelques projets. On s'est structuré, on a mis un interlocuteur référent dans chaque direction régionale, une boîte mail générique pour anticiper. Et comme je disais tout à l'heure, on a fait de nombreux développements SI, notamment au niveau du moteur de calcul qui vient gérer les index, on va dire la vie des opérations quand elles sont en exploitation. Il y a de nombreux développements SI qui ont été faits et aujourd'hui, il y a une grosse part qui sont automatisés, notamment la communication, comme je vous disais, avec les fournisseurs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins besoin d'intervention manuelle côté Enedis et qui fait que ça fluidifie quand même pas mal. Après, si on veut aller encore plus loin, et ça tombe bien parce que c'est un sujet que je porte aussi chez Enedis, on est en train aussi de voir comment on peut industrialiser et faciliter encore le montage des projets, puisque c'est ce qui devient compliqué. Sur la partie exploitation, aujourd'hui, j'ai envie de dire que globalement, ça roule, il y a quelques réclamations, mais on les prend en compte et on vient rectifier. Sur la partie montage, on sent que voilà, c'est assez lourd pour venir vérifier le périmètre, notamment quand il y a besoin de raccordement des centrales ou de participants, d'installer des compteurs Linky, etc. Donc là, on est en train de travailler justement sur faciliter tout ce parcours client, donner de la visibilité. Et donc, on espère que voilà, d'ici un an, offrir, je ne veux pas faire trop de teasing, mais potentiellement une plateforme de suivi des projets et notamment industrialiser toute la partie de gestion de projet chez nous pour pouvoir subvenir aux nombreuses sollicitations qui vont arriver dans les semaines prochaines ou les mois prochains. Et juste pour compléter un côté fournisseur, c'est vrai que ça pourra être un vrai blocage au développement des opérations d'ACC. Nous, les plus grosses opérations d'ACC qu'on est en train d'accompagner, il y en a une avec une collectivité. L'ambition, c'est 400-500 participants, PDL participants. Donc, clairement, avec une diversité de fournisseurs qui va être réelle.
Et le jour où effectivement les fournisseurs ne prennent pas le pas de l'autoconsommation collective, il y aura un vrai blocage à la fois pour les clients de ces fournisseurs, où clairement, soit pour ces fournisseurs où clairement les clients vont les quitter pour aller chez ceux qui savent faire, soit directement pour les opérations de l'ACC. Donc là, clairement, il y aura une action à avoir à ce niveau-là d'évolution des politiques SI des fournisseurs. Et peut-être en complément, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué dans ma slide avec les chiffres clés là, sur l'autoconsommation collective, mais il y a une vingtaine de fournisseurs aujourd'hui qui sont concernés sur les 80 à peu près, enfin s'ils sont un petit peu moins nombreux aujourd'hui, mais en tout cas il n'y en a que 20 qui sont concernés aujourd'hui dans des opérations d'autoconsommation collective, quoi. Alors, on a 2 questions et une remarque. Moi, je reprends juste et après je laisse. Enedis, on a, nous, chez Siouson, on a fait une dizaine d'ombrières photovoltaïques sur vos parkings à vous, en VFA, sur des sites d'agences régionales. Et en fait, aujourd'hui, on met tout sur le réseau. C'est-à-dire qu'on part en 100% injection, parce qu'Enedis n'arrive pas, à titre patrimonial, ou on va dire direction des investissements, prendre une décision sur qu'est-ce qu'on fait de l'électron. Donc aujourd'hui, on est en contrat d'achat S21. Donc on peut proposer une autoconsommation collective sur vos propres sites. Donc dans un an, si ça vous va, je vous propose un deal, c'est qu'on monte des autoconsommations collectives chez Enedis sur son propre patrimoine. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on met à disposition nos centrales et qu'on essaie de le faire sur vos propres patrimoines. Et dans un an, on aura la preuve de concept. Écoutez, merci beaucoup pour la proposition. Voilà, c'est un sujet qu'on étudie aussi, bien évidemment, en interne. Donc, pourquoi pas, hein, peut-être que ce sera vous ou d'autres acteurs. On viendra vous solliciter pour monter de belles opérations d'autoconsommation collective à proximité des 25 sites de nos directions régionales. Voilà. Alors, pour reprendre les questions sur le distanciel, il y en a une de Jean-Claude Lemaire. Pourquoi une communauté d'énergie renouvelable en milieu rural, par exemple, ne pourrait-elle pas accueillir une ou 2 communautés d'énergie citoyenne? Je ne vois pas ce qui les oppose, mais je ne sais pas si vous avez une réponse. On peut à la fois faire une communauté d'énergie renouvelable qui soit une communauté d'énergie citoyenne, avoir accumulé les contraintes, mais... Ouais, c'est ça. C'est que ça doit pas être simple. Honnêtement, je voudrais pas me positionner par peur de dire une bêtise, mais c'est potentiellement possible, mais avec toutes les contraintes qui s'appliquent, quoi. Et pour les communautés d'énergie renouvelable, aujourd'hui, il n'y a pas de limite géographique connue. Enfin, je ne crois pas que dans le droit, dans le droit européen, ce qu'on voyait tout à l'heure dans les présentations, il n'y a pas de... Ouais, c'est attendu dans le décret, justement, la notion de proximité. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de proximité, quoi. Et une question de Fabien Oshipanti. Pourquoi ne pas appliquer des pénalités pour les fournisseurs qui ne jouent pas le jeu, tout étant automatisé? Je crois que c'est parce que ça ne doit pas être prévu par le droit, mais tout simplement. Alors, là, je vais prendre un peu la casquette fournisseur, hein. Nous, ça fait partie effectivement des chantiers à mener au niveau des NERCOP, sur lesquels on travaille activement, puisque on accompagne de facto des opérations d'ACC. C'est pas de la mauvaise foi, c'est que vous avez tout un système de SI qui est en place et qui demande des investissements réels à tout revoir pour la lecture des flux Enedis, qui du coup de fait est à double sens. Et alors il y a eu effectivement ce chantier mené par Enedis, mais qui quand même est plutôt récent. Donc on avance finalement, on avance pas à pas et on avance en marchant, quoi, de côte à côte avec Enedis, mais en tout cas côté des fournisseurs, ça fera mauvais genre effectivement les fournisseurs qui dans un an et demi n'auront pas cette capacité SI, quoi. Ça me fait penser que peut-être l'année prochaine, on pourra rassembler le pool des fournisseurs qui jouent le jeu de l'autoconsommation collective, comme ça on les identifiera bien par rapport à... Ou les médailles des fournisseurs. Les médailles des meilleurs fournisseurs sur la CC, hein, ça peut être ça. Pourquoi pas, à réfléchir. Est-ce que vous avez encore des questions? Il n'y en a plus en distanciel? Non, écoutez, je vous propose une courte pause café, là, parce que ça va nous redonner la pêche. Après, on aura un dernier atelier sur PV électromobilité, qui sera animé par David, parce que pour ma part, je vais vous laisser pour prendre un TGV pour Toulouse. Demain, j'ai rendez-vous avec la CAPEB. Merci à vous, merci de votre participation et rendez-vous dans une demi-heure. Merci à vous pour votre partage. Merci beaucoup.